Bonsoir. À l'occasion du quart d'heure de lecture nationale, je vais vous lire deux nouvelles qui ont été écrites en 2006. Donc la première, Si mon Bérite était compté, a été écrite à quatre mains. La première partie par une amie que j'avais rencontrée sur un atelier d'écriture. Et la deuxième partie, j'avais fait la suite. Et la deuxième nouvelle, Voyageuse littéraire, c'est une nouvelle en prose que j'ai écrite en 2006 également. Si mon Bérite était compté. De sa chambre, Marie contemple le paysage. Une envie impérieuse de partir à cheval la propulse dehors, malgré cette journée fraîche d'automne. L'odeur humide du matin embaume, et une vapeur fumante s'exhale des naseaux frémissants de l'animal, tandis qu'il parcourt les vallons rougissants, les bosquets touffus, les clairières encore vertes. La curiosité emmène la jeune femme sur le chemin de Gargilès, où le hasard l'avait conduite l'an passé. La voici de nouveau pleine de vénération, devant la petite porte de bois, en haut des 7 marches en pierre qui mènent à la maison du célèbre écrivain. Le son d'un piano s'échappe de manière feutrée des vieilles fenêtres. Mystérieusement, ces notes envoûtantes semblent ne faire qu'un avec le paysage féerique qu'elle vient de parcourir. Cette campagne berrichonne, si merveilleuse, sauvage, quasi paradisiaque. Par quelle magie, se demande Marie, un piano devient-il tout à la fois ombre et lumière, couleur, forêt, étang ou ruisseau? Comment la musique s'est-elle exprimée de manière aussi fluide et émouvante un tel sentiment de nostalgie face à la nature? Une sensation si diffuse, si impénétrable. Soudain, par les volets ouverts, apparaît la silhouette d'une femme, toute de noir vêtue, assise à contre-jour. C'est elle, George Sand en personne. Marie s'approche. Écrit-elle? La femme brune penche la tête, visiblement en proie à une rêverie profonde, à l'écoute de la musique. Elle tient doucement les mains croisées sur sa poitrine, dans un geste protecteur, maternel, pour retenir et bercer sur son cœur les sons mystérieux en train de naître en sa demeure, comme si elle voulait arrêter le temps. S'étirant voluptueusement, l'écrivain se lève enfin et se dirige vers une autre fenêtre, où se dessine le dos voûté d'un homme, un pianiste devant son instrument. Elle se blottit alors contre cette fine silhouette et l'embrasse tendrement. Puis elle tourne, avec sollicitude, son regard vers le manuscrit sur lequel l'homme écrit d'une main tremblante, tout en jouant de l'autre, sans interrompre son travail pendant cet instant d'abandon. Sa suave amante le laisse à sa solitude, s'éclipsant de la vue de Marie. Les yeux levés vers le ciel, Chopin passe fébrilement ses longs doigts délicats dans ses cheveux blonds. Il repousse soudain, vigoureusement, les pages loin de lui et s'abîme un long moment dans la contemplation de son clavier. Un morceau s'élève alors du piano dans toute sa perfection,
d'une beauté poignante et déchirante, tel un arc-en-ciel libéré de toute entrave. Saisie par l'intensité et l'harmonie qui se dégage de cette musique improvisée, Marie ressent la douleur du compositeur à l'égard de la partition qu'il vient de jeter rageusement. Bouleversée, elle réalise tout à coup qu'elle vient d'être le témoin privilégié, bien qu'indiscret, de l'intimité de l'artiste. Pauvre Chopin, fixer son inspiration sur le papier semble pour lui la pire des prisons. Quelle épreuve de s'astreindre à une telle discipline quand la créativité vous saisit le cœur et les doigts comme un feu dévorant qui vous emporte là où il veut. Marie sursaute quand Madame Sand apparaît de nouveau dans la pièce. Elle tient un plateau qu'elle pose sur un petit guéridon, lentement, pour ne pas déranger son amant. Revenu à son bureau, l'écrivain prend la plume, tandis que Chopin ramasse les feuillets éparses. Une dernière fois, Marie aperçoit à la fenêtre le profil aigu du compositeur, celui d'un homme fatigué, tourmenté et visiblement malade. Les personnages deviennent brusquement flous pour disparaître complètement. Marie se frotte les yeux. Les meubles sont à leur place, mais les pièces vidées de toute présence. La jeune femme se remet en selle et trotte jusqu'à la sortie du village. Elle attend que la route soit moins escarpée pour accélérer l'allure. Le vent fouette ses cheveux, s'immisce dans sa bouche et rosit ses joues. En quelques minutes, le paysage se fait plus sauvage. La flore est toujours de nature sylvestre, mais le sol a pris un aspect marécageux. Elle décide de couper à travers bois pour savourer les odeurs de mousse humide et de champignons nouvellement poussés. Sur sa gauche, elle voit une maisonnette dans laquelle une vieille femme entre. Marie descend de son cheval et l'attache à un arbre. Sur la pointe des pieds, pour ne faire craquer aucune branche, elle avance jusqu'à la fenêtre. Du revers de la manche, elle nettoie la poussière qui empêche de voir à l'intérieur. La vieille femme pose son panier d'osier sur une petite table au centre de la pièce. Elle se dirige vers une fillette allongée sur un matelas, recouverte de vétustes couvertures, et se penche sur la malade. Elle fait plusieurs signes de croix et doit réciter des prières, à en juger la vitesse folle à laquelle remuent ses lèvres. Après un certain temps, une femme, sans doute la mère de la petite, discute avec la guérisseuse. Celle-ci sort plusieurs flacons de sa manne et prépare un remède qu'elle tend à son hôtesse. Marie récupère sa monture et part au galop avant que la vieille ne sorte. Un peu plus loin, elle s'arrête pour admirer le paysage qui s'offre à elle. Du Berry Sud, la voyageuse monte vers sa partie nord pour atteindre la Brenne, région plus communément appelée Pays des Mille Étangs. Les couleurs passent du vert foncé à l'ocre.
identique à une photo jaunie par les années. Les joncs qui surplombent les abords de l'eau et ceux que l'on distingue à l'horizon forment des lignes verticales. Ils semblent exécutés par le pinceau d'un peintre, avec là-bas des ronds touffus, marrons, par petites touches, en guise de bosquet. Sur l'étang, la faune est composée essentiellement de poules d'eau au plumage noir. Parfois, en contraste, un héron, reconnaissable entre tous, grâce à son long bec et sa patte allongée, qui camoufle la seconde repliée, s'envole. Aucune âme qui vive dans ce coin de solitude. Profitant du calme ambiant, la jeune femme se repose un moment. Ainsi rassérénée, elle prend le chemin du retour, car le soleil décline lentement dans le ciel. À cette saison, la nuit tombe tôt. Il ne faut pas trop s'attarder. Des voix d'enfants lui parviennent, des cris, des rires. Elle a l'impression qu'il l'encercle, l'accompagne. Elle surprend parfois des ombres qui se faufilent furtivement entre les arbres, qui courent en tous sens, volant presque, tels des feux follets, farfadets bienfaisants des forêts. Nullement oppressée par cette apparition surnaturelle, elle se sent au contraire comme une petite fille dont le monde merveilleux n'est connu que d'elle seule. Marie referme son livre, un sourire rêveur au coin des lèvres, et le pose délicatement sur sa table de chevet. Elle éteint la lumière et s'allonge confortablement sous ses draps. Le jour qui perce alors entoure d'un halo lumineux la couverture du livre sur laquelle on peut lire « Si mon Berry t'était compté », George Sand, exemplaire unique. Alors je vais vous lire maintenant Voyageuse littéraire. Nul besoin de passeport ou de bagages. C'est avec les vêtements qui pour l'heure m'habillent que je voyage. Sans encombre, j'ouvre la couverture reliée, l'unique porte de cette envolée avant le grand départ. Mais d'abord, je fais sa connaissance, son jambage, sa feuillure, la touchant doucement du bout des doigts pour ne pas l'effaroucher, l'amadouer, afin qu'elle m'autorise à pénétrer dans son antre et à en découvrir tous les secrets. J'en hume les senteurs, carton pressé ou cuir vieilli, enflaire les somptuosités qu'elle me réserve. Quand enfin je la sens soumise, je la coulisse et m'y glisse. Confortablement installée, à califourchon sur un thé, en balancelle sur un haut, ou en amazone sur un i, je vogue sur les méandres mystérieux de ce toit qui m'appelle et m'invite à me mettre en mouvement. J'adopte tantôt une vitesse de croisière, tantôt l'allure d'une fougueuse cavalière. Au fil des longues phrases, je m'arrête à l'orée d'un mot, puis d'un autre, cueillant çà et là les bribes d'un paysage envoûtant, les vestiges de demeures somptueuses, en saisir le sens, en goûter l'usité.
Face à un style assuré, j'accélère au contraire la cadence, avide de connaître le dénouement. Je m'adapte à la ponctuation, reprenant mon souffle à chaque postillon d'encre, sautillant à cloche-pied sur les points de suspension, m'étirant jusqu'au point d'exclamation, délaçant mon dos au point d'interrogation, sautant le plus haut possible pour attraper les guillemets, m'asseyant franchement sur un point. Si s'offre à ma vue une expression déroutante, je m'en remets à mon compagnon de route, mon guide, qui de son érudition satisfait ma curiosité et comble mes lacunes. Pour visualiser au mieux les descriptions, les visages qui défilent sous mes yeux, je ferme les paupières un instant. Avec le temps, ces images subiront des distorsions qui me les rendront plus personnelles. Me voilà dans la peau de mes héros, en train de vivre toutes sortes de drames, ressentant les mêmes troubles, les mêmes chagrins, les mêmes injustices. Je veux plaider en faveur de cet homme qui pour un morceau de pain s'est retrouvé au cachot. Empêcher cette femme de s'empoisonner pour en finir avec l'existence plutôt que d'en supporter le désespoir et la monotonie. Prendre sur mon cœur ce jeune homme tombé dans un abîme sans fond après la fuite de sa bien-aimée. Être l'intermédiaire entre ces deux amants, transmettre la lettre qui les sauverait d'une fin funeste. Avouer à cette Péronnelle que son amour est vain et ses pleurs immérités. En effet, l'homme perfide s'est joui de la belle et s'est, dans les bras d'une autre, prestamment consolé. Je vole avec délice vers ces lieux où de simples mots réussissent à me transporter. Assise sur une plage, je contemple un merveilleux coucher de soleil dont les couleurs paradisiaques font monter la marée de larmes. Descendant la rue d'une ville de campagne, j'observe chaque détail minutieusement. Passant devant une maison où la glycine s'impose, tellement envahissante que la fragrance entêtante me fait presque fuir. La porte se referme. Je redescends sur terre. De la paume de ma main, je presse voluptueusement son dos en un geste de remerciement. Dernière caresse. Une atmosphère singulière s'est inscrite sur mes sens. Émotion si intime qu'il m'est d'ailleurs impossible de narrer mon étrange périple. Je ne peux en formuler qu'un sentiment plus ou moins enthousiaste, qui incitera, je l'espère, un autre voyageur à tenter lui aussi cette aventure. Peut-être n'ai-je pas envie de confier ce qui semble n'avoir été adressé qu'à moi seul. À travers ce toit énigmatique, transmis au-delà du temps et de l'espace, l'auteur m'a désignée comme l'actrice essentielle de son livre, celle qui lui insuffle son air vital. Sans moi, il n'existerait pas. Je m'y suis tellement investie
que cette histoire est devenue mon histoire. Cette impression que j'ai faite mienne me nourrit un moment. Mais bien vite, la fleur de l'évasion rejaillit en moi, car extrêmement vorace demeure mon imaginaire. Ce quart d'heure de lecture est terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à bientôt.